L'année est 1999. Cette phrase me ramène à ma classe de maternelle quand j'avais 5 ans où nous avions l'habitude de lire la date au tableau tous les jours. L'année 1999 existe comme une tache dans mon esprit, comme un souvenir indélébile qui ne disparaîtra jamais, peu importe comment j'essaie de l'oublier. 1999 a marqué l'année où j'ai perdu ma première dent, ma première fois dans un avion et malheureusement la perte précoce de mon innocence d'enfant. Ce souvenir refuse d'être effacé. Tout a commencé avec ce nouveau ou ancien téléviseur. À cette époque, Pokémon était la dernière mode à frapper l'école. Cartes Pokémon, jeux autocollants et le plus populaire, l'émission télévisée. Donc bien sûr, chaque fois que je rentrais de l'école, je restais collé à la télé jusqu'à ce que Pokémon ne soit diffusé à 5 heures. Le seul problème était que mon père regardait les actualités à 17h30 et que les épisodes de Pokémon étaient consécutifs. Ce qui signifiait que je devais manquer un épisode tous les jours, ce sur quoi je pleurnichais encore et encore. Mon père en avait marre de m'entendre me plaindre tous les jours, c'est sans doute pour ça qu'il est allé acheter une autre télé. Mon père a mis la télé qu'il a achetée dans ma chambre. Malheureusement, ce n'était qu'une vieille petite télé, avec même des oreilles de lapin. Il n'y avait également que 20 chaînes disponibles, sans compter la chaîne sur laquelle Pokémon était. Je me souviens que je m'en fichais cependant. J'étais ravi d'avoir ma propre télévision dans ma chambre. Après avoir parcouru les chaînes, je suis arrivé à la conclusion que seule la chaîne 2, TVO Kids, valait la peine d'être regardée. Alors j'ai regardé ça pendant un moment. Ce n'est que quelques mois plus tard que j'ai découvert la chaîne 21. Un jour d'avril, je parcourais les chaînes, essayant de voir si Pokémon était quelque part. J'ai appuyé sur le canal 21 de la télécommande en espérant qu'il y avait plus de canaux. Et à mon grand plaisir, il y en avait. Mon père a été surpris aussi, mais il m'a laissé le regarder parce qu'il semblait y avoir des programmes pour enfants. La chaîne s'appelait Caledon Local 21. Et plus tard, j'ai découvert qu'elle était effectivement diffusée depuis la ville de Caledon, en Ontario, une ville très proche de ma ville. Les émissions que j'ai vues sur Caledon Local 21 avaient l'air mal faites, et je n'ai jamais compris ce qui s'est passé la moitié du temps. Cependant, en grandissant, chaque fois que je pensais à cette chaîne, je réalisais de plus en plus à quel point les émissions étaient foirées, et je devais me demander qu'est-ce que je regardais, putain. Ce qui suit est une liste d'émissions et d'épisodes que je me souviens d'avoir vus sur Caledon Local 21. Comment je me souviens de tels détails me dérange même, mais je suppose que des choses comme celle-ci vous restent à l'esprit pendant un moment. La chaîne n'a diffusé que quelques émissions, probablement parce qu'elle n'était opérationnelle qu'entre 16h et 21h. Avril 1999. Mr. Bestseller, la cave de Monsieur Ours. Épisode 12. Nom très sommaire si vous deviez l'étudier de nos jours. Le show mettait en vedette un gars portant un costume de mascotte d'ours qui attirait chaque jour un nouveau visiteur dans sa cave. C'était toujours un enfant. Le spectacle a été filmé avec un caméscope et pas de très bonne qualité en plus. La police m'a posé beaucoup de questions sur ce show. Cet épisode a commencé avec Monsieur Bear assis à une table jouant aux dames tout seul. Il resta assis là à jouer pendant un moment jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. La caméra regardait alors les escaliers de la porte où un autre coup venait de retentir. Monsieur Bear a monté les escaliers et a ouvert la porte pour révéler deux jeunes enfants. L'un était un garçon d'environ mon âge et l'autre était une fille qui paraissait avoir 8 ans. Monsieur Bear a dansé de joie, puis a commencé à parler aux enfants. Je n'entendais aucun d'entre eux très bien. Je me souviens que Mr. Bear a ensuite conduit les enfants dans la cave, qui était assez sombre, éclairée uniquement par une petite lampe à huile sur la table. Je ne m'en souviens pas vraiment non, je ne me souviens pas vraiment de plus, sauf qu'il chantait une chanson que je n'entendais pas très bien non plus, probablement à cause de ce grand masque d'ours. L'épisode s'est terminé avec eux, jouant à cache-cache, les enfants se cachant dans un placard et Monsieur Ours content. Mai 1999. Soap and Spoon. Je ne pense pas que ce soit vraiment un show. J'ai pensé que c'était plutôt un film spécial qu'une émission. Tout ce que je sais, c'est que j'ai arrêté de regarder Caledon Local 21 pendant un moment parce que je pensais que cette émission était trop stupide, d'autant plus que Pokémon était désormais diffusé entre 16h30 et 17h. Je ne m'en souviens pas beaucoup, mais cela montrait une boîte de soupe et une cuillère, toutes deux attachées à des ficelles, se balançant d'avant en arrière comme si quelqu'un les tenait et les pendait devant la caméra. Fait intéressant, le show a été tourné dans un sous-sol qui ressemblait à celui utilisé dans la cave de Monsieur Ours. Comme je l'ai dit, je ne me souviens pas de grand-chose. La seule chose dont je me souviens clairement, c'est la fin. Le tout n'a duré qu'une demi-heure et n'incluait que des trucs que je trouvais stupides, comme la cuillère qui poursuivait la soupe en essayant de le manger. La fin montrait une table et environ 7 enfants assis autour d'elle. Chacun avait un bol devant eux. Ils étaient assis et regardaient la caméra, mais avec des visages confus, presque effrayés. Le caméraman a ensuite tenu la boîte de soupe devant les enfants et a dit «Cuillère prête?» Et puis ça s'est juste arrêté. Juillet 1999. C'était l'été, et je n'avais pas regardé la chaîne 21 depuis un moment. Jusqu'au jour où j'ai dormi chez un ami.
et j'ai décidé de la regarder à nouveau. Mon ami avait eu une télévision dans sa chambre pour son 6e anniversaire, alors nous nous sommes levés très tard. Pour nous, 9h30 était très tard, et avons regardé la télévision. C'est alors que je me suis souvenu de la chaîne 21, et que j'en ai parlé à mon ami. Nous avons décidé de voir si c'était allumé, et à notre grande surprise, c'était le cas. Ils avaient dû changer l'heure de diffusion. Mr. Bear Cellar, épisode 23. Cet épisode était divertissant pour moi et mon ami, principalement parce qu'il comportait des jurons. Cependant, maintenant que je pense à cet épisode, je me rends compte que quelque chose n'allait définitivement pas quand il a été filmé. L'épisode a commencé avec la caméra sur le côté, alors qu'il faisait face à Mr. Bear, qui montait à l'étage jusqu'à la porte de la cave. La caméra s'est ensuite éteinte pendant environ une seconde avant de s'estomper, de se redresser et de faire face à Mr. Bear. Il y avait un autre gamin qui lui parlait, mais ce gamin avait l'air d'avoir 11 ou 12 ans. Il parlait à Mr. Bear pendant un moment, mais je ne pouvais pas bien entendre, encore une fois avec le caméscope merdique, jusqu'à ce que le gamin commence à élever la voix. Le gamin disait qu'il était tard et que sa sœur devait rentrer à la maison. On pouvait aussi entendre plus de voix en arrière-plan. Je me souviens que Monsieur Ours a clairement dit « Va te faire foutre !» Tu n'es pas invité, d'une voix grave, étouffée par le masque d'ours. Je me souviens que mon ami et moi, nous sommes regardés et avons ri à la mention du mot F interdit, mais l'épisode est devenu plus étrange. Le gamin a commencé à monter les escaliers, avant de se retourner et de dire comment il allait appeler la police. Monsieur Bear a commencé à courir vers l'enfant, qui a également commencé à crier et à courir. La caméra s'est alors coupée, et c'était la fin de l'épisode. Le canal est ensuite devenu statique, peu de temps après. Août 1999. Je ne voulais plus regarder la chaîne 21 après ça. En août, je suis devenu plus curieux de voir la cave de Mr. Bear pour une raison quelconque. Le dernier épisode que j'ai vu de Mr. Bear était bizarre et comportait des jurons, ce qui m'a aussi fait penser que la série était destinée aux adolescents. Néanmoins, j'ai basculé sur le canal 21 lorsque mon père était occupé. Mr. Bear Cellar, épisode 28. Apparemment, cet épisode a duré tout le mois d'août. Il a été beaucoup étudié par la police. L'épisode entier était juste Monsieur Ours assis sur une chaise parlant au public. Bonjour les enfants. Vous souhaitez visiter ma cave? Si c'est le cas, veuillez m'écrire une lettre à cette adresse. L'écran est ensuite passé à un écran blanc avec des lettres multicolores lisant l'adresse, et c'est ce qui est resté pour le reste de l'épisode. Ça s'est répété pendant 5 heures chaque jour jusqu'en septembre. Et devinez ce que j'ai fait. J'ai envoyé à Mr. Bear, ou ce bâtard malade qui jouait, une lettre. Je l'ai fait par curiosité principalement. Mon père était d'accord avec ça parce qu'il pensait que c'était une émission légitime pour enfants, mais encore une fois, il n'a jamais vu ce qu'il y avait sur la chaîne 21. J'ai donc écrit une lettre en utilisant ma meilleure écriture possible. Je pense que je viens de dire comment je voulais rencontrer Mr. Bear. Alors, mon père a envoyé la lettre à l'adresse que Mr. Bear a indiquée dans l'émission. Elle est restée allumée toute la journée de toute façon, pour une raison quelconque. Il a fallu environ une semaine pour obtenir une réponse, ce qui m'a surpris. J'ai toujours lu la lettre que j'ai reçue le 15 août 1999. La lettre disait « Cher Elliot, merci beaucoup pour votre lettre. J'aimerais beaucoup te voir dans ma cave. Nous jouerons à des jeux, regarderons des films, et nous ferons un feu de camp au milieu des bois. Viens chez moi. La police a découpé l'adresse. Caledon, Ontario, Canada. J'ai très hâte de m'amuser avec toi. Amour, Mr. Bear. Je n'arrive pas à croire que mon père n'ait jamais trouvé ça bizarre, parce qu'il m'a en fait amené à la maison. Et puis c'est là que la police est intervenue. Ces questions sans fin, ces photos d'enfants terrifiés, les bois. Cela m'amène à la raison pour laquelle j'écris ce blog. Ce psychopathe et ses amis ont fait des trucs de malade à l'époque, et maintenant il semble qu'il essaie à nouveau de me recontacter. Toute l'histoire de la police revient. Cela m'a ramené en 1999. Plus d'une décennie plus tard, cela se reproduit. Mise à jour du 14 novembre 2009. Des gens m'ont envoyé des courriers pour me demander ce qui s'est passé exactement en 1999 et j'y reviendrai. Ces émissions de télévision étranges que je regardais apparemment étaient destinées à attirer les enfants chez Mr. Bear. Ce que Mr. Bear a fait a choqué toute la communauté. Mon père m'a en fait conduit à Caledon avec l'adresse que Mr. Bear a laissée sur la lettre. La maison se trouvait en fait à la périphérie de la ville, en pleine campagne. Je me souviens encore de cette maison. Cela ressemblait à une ancienne ferme qui semblait avoir été construite au début des années 1900. Les fenêtres étaient toutes condamnées, et la maison semblait en piteux état. Alors que nous marchions vers la maison, je me souviens que mon père vérifiait l'adresse, et regardait la maison avec incrédulité. Puis la porte s'ouvrit. Je m'attendais à ce que Mr. Bear soit à la porte, mais j'ai été surpris de voir un policier sortir de la porte en grinçant. L'officier a commencé à parler à mon père, tandis que j'ai rapidement demandé si c'était la maison de Mr. Bear. Le visage de l'officier s'est légèrement contracté, et il a marmonné « Oh mon Dieu » ou quelque chose comme ça. Il a commencé à parler doucement à mon père, pour que je ne puisse pas entendre, bien que mon père m'ait quand même dit d'aller à la voiture. Et puis nous sommes
Juste rentré à la maison. Mon père était silencieux tout le long du chemin de retour. J'ai senti que quelque chose d'étrange s'était produit. Mon père ne m'a jamais dit ce qui s'était passé pendant un moment. J'ai oublié de toute façon. La chaîne 21 n'était plus diffusée. Et quand j'ai posé des questions à ce sujet, mon père n'a pas reconnu son existence. Je pense que c'est quand j'avais 13 ans que j'ai appris la vérité. Un jour, je me suis juste souvenu de la chaîne 21 et j'ai interrogé mon père à ce sujet. Je suppose qu'il a finalement décidé que je devais entendre la vérité. Caledon Local 21 était une chaîne de télévision locale diffusée d'octobre 1997 à août 1999 dans la région de Peel en Ontario. L'ensemble du canal a été fabriqué à partir d'une maison de Caledon, celle que j'ai visitée, et dirigée par un homme qui n'était pas vraiment connu de quiconque dans la ville. La chaîne n'était disponible que pour les téléviseurs plus anciens, car le signal n'était capté que par des oreilles de lapin, fréquence plus faible. L'homme a créé toutes les émissions de la chaîne, qui étaient toutes des émissions pour enfants. Il était Mr. Bear et il était le mystérieux caméraman. La vraie raison pour laquelle il a créé la chaîne était plus que dérangeante, bien plus que ce que l'on pensait à l'origine. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, il a kidnappé des enfants et les a gardés dans sa cave. Mais alors que la plupart des gens pensaient qu'il était un agresseur d'enfants en série ou un pédophile, il voulait vraiment utiliser les enfants à d'autres fins bien plus sombres. Le jour de mon arrivée, l'homme avait fui sa maison la nuit précédente, la veille de l'intervention de la police pour son enquête. Je n'étais pas le seul à regarder. Mise à jour du 2 décembre 2009. Désolé de ne pas avoir répondu aux questions pendant si longtemps. Je n'ai pas accédé à mon compte de messagerie depuis un certain temps. Quoi qu'il en soit, laissez-moi enfin mettre les choses au clair sur ce que je sais. En octobre, j'ai visité la maison qui appartenait auparavant à l'homme qui dirigeait la section locale 21 de Caledon. Deux familles vivaient et exploitaient une garderie. Quelle ironie. Maintenant, pour répondre aux questions que vous m'avez envoyées par email, faisons une petite FAQ. Qui d'autre a regardé Caledon Local 21? Je sais que d'autres personnes l'ont regardé à coup sûr, y compris les enfants qui se sont trouvés chez Mr. Bear. Après quelques recherches sur Google, j'ai retrouvé quelques personnes sur les forums NeoSeeker qui parlaient des émissions de Caledon Local 21. Ils ont parlé de deux émissions que j'ai regardées, mais aussi de deux autres émissions que je n'avais jamais vues auparavant. Un utilisateur nommé I Am Real Life semblait connaître toutes les émissions diffusées sur le canal 21. Voici les deux dont je n'ai jamais entendu parler. L'ange déchu et la vie. I Am Real Life l'a décrit comme une émission assez ennuyeuse sur un gars qui se promène devant la caméra, sur la façon dont nous devons plaire à Satan et l'apaiser avant qu'il ne soit trop tard. Peigné avec Ram. I Am Real Life et un autre utilisateur appelé Siggy92 discutaient de cette émission. Ils l'ont décrit comme une sorte de Blair Witch-like, car il s'agissait du caméraman, errant dans une forêt la nuit, ne faisant rien de particulièrement intéressant. Je vais rechercher la conversation, et voir si je peux vous obtenir un lien. Où est Mr. Bear? Le gars qui portait le costume. Si je le savais, je l'aurais dit plus tôt. Je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ce type, ni s'il est mort ou vivant. J'espère mort. Quand je verrai l'ami de mon père la prochaine fois, je lui poserai la question. Peut-être que je pourrai obtenir une réponse plus précise. Qu'est-ce que Mr. Bear a fait aux enfants? C'est de loin la question la plus fréquemment posée. Je l'ai également découvert en octobre, par l'intermédiaire d'un ami, de mon père, qui est un officier régional à la retraite de Caledon. Apparemment, l'homme jouant Mr. Bear a emmené les enfants hors de la maison et dans la forêt voisine. Ce qu'il a fait là-bas, la police ne sait pas exactement comment cela s'est passé, mais 16 corps calcinés d'enfants âgés de 4 à 13 ans ont été retrouvés dans un fossé de 15 pieds sur 15 pieds, au fond de la forêt. L'ami de mon père n'a pas voulu entrer dans les détails exacts, mais je le vois quand même jeudi prochain. Alors peut-être que je pourrais lui extorquer plus d'informations à ce moment-là. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Merci de garder un intérêt pour le blog. Je vais essayer de rassembler autant d'informations que possible pour mon prochain article. En fait, je m'intéresse beaucoup à cela moi-même. Cela devrait être mon droit de savoir ce qui s'est passé sérieux. 14 janvier 2010, mise à jour. Je suis désolé de n'avoir rien posté depuis un moment. Je me suis un peu désintéressé de ce blog depuis que je me suis arrêté en cherchant plus d'informations sur l'identité du propriétaire de Caledon Local 21. Cependant, il y a quelques semaines, j'ai trouvé de l'or. J'ai trouvé des réponses étonnamment du père d'un enfant que j'avais l'habitude de garder. Il habite juste en face de chez moi, et je m'occupais de ses enfants quand ils étaient plus jeunes. Lui non plus n'a pas de travail actuellement. Il vivait près des bois, à l'extérieur de Caledon, et a été témoin des activités du propriétaire dans les bois. Il s'appelle Anthony Polo. Lorsqu'il vivait dans le petit bungalow à l'extérieur des bois, il s'y aventurait souvent pour fumer un ou deux joints de marijuana, avant de retourner à son travail d'artisan du bois. Polo a décrit qu'il entendait parfois des voix d'enfants, venant du plus profond des bois, ainsi qu'une lumière rouge voyante au loin. Polo m'a dit que ces événements ont commencé à la fin de 1997. Remarque, c'est à peu près au même moment que Caledon Local 21 a commencé à être diffusé. Il est apparemment devenu inquiet et ennuyé par ce qui se passait de temps en temps, et est allé enquêter. Polo a ensuite décrit
à quoi ressemblait toute la scène quand il est arrivé là-bas. Il y avait un groupe d'enfants, il a dit environ 13-17 ans, et d'autres âgés de 5 à 12 ans, réunis autour d'un grand foyer, avec un feu brûlant. Avec eux se trouvait un seul adulte. Polo a parlé à l'homme, remarquant son apparence inhabituelle et négligée d'accro au crack, ainsi que cette contraction constante, et lui a demandé ce qu'il faisait dans la forêt avec des enfants. L'homme a dit qu'ils étaient en voyage de camping, ce qu'ils faisaient fréquemment. Polo, ne se doutant de rien, Caledon a l'un des taux de criminalité les plus bas au Canada, en est simplement resté là, et leur a dit de se taire. Polo a ensuite fait une pause avant de me dire qu'ils ne sont jamais devenus plus calmes. En fait, parfois, il entendait des chants forts et des enfants dans une langue inconnue. Il n'a pas pris la peine de revoir l'homme, car il déménageait de toute façon. J'ai dit à Polo que l'homme était probablement le propriétaire de Caledon Local 21, mais il en doutait, car il avait entendu dire que l'homme déménageait à Pickering par plusieurs autres résidents près de cette zone. Voici ce que je sais maintenant. L'homme emmenait régulièrement les enfants dans les bois pour, entre guillemets, camper. Le foyer que Polo a décrit pourrait être le trou dans lequel les corps des enfants ont été retrouvés. Les enfants que Polo a vus sont probablement se retrouver morts. L'homme a déménagé dans une ville appelée Pickering, une petite ville à l'est de Toronto. Je vais en discuter avec l'ami de mon père, l'ex-flic, et voir si cela correspond à ce que la police savait sur l'homme. Je veux voir aussi s'il y a d'autres informations sur ce qui a été diffusé sur Caledon. Local 21. Mise à jour du 10 février 2010. Bonne nouvelle les gars, j'ai parlé à l'ami de mon père et il m'a révélé beaucoup d'informations. J'ai d'abord demandé si la police avait des informations sur l'homme qui dirigeait la section locale 21 de Caledon. Il a répondu qu'ils avaient les mêmes pistes depuis des années et n'avaient jamais trouvé un seul suspect. Cependant, la police régionale de Peel a certaines des bandes trouvées dans la maison à partir de laquelle la chaîne de Caledon a été diffusée. Il m'a pris en charge pour que je puisse en regarder quelques-unes. Je suppose que je n'ai pas encore beaucoup parlé de lui. L'ami de mon père s'appelle Mitchell Wilson, un gars plutôt sympa. Il semble comprendre ma soif de savoir ce qui s'est passé à la fin des années 90 dans cette maison. Il pense que c'était mal que mon père soit resté si longtemps sans me dire grand-chose. Il m'a emmené au poste de Davis Road. Si vous ne le savez pas, c'est le plus grand poste de Caledon et l'un des plus grands de la région de Peel. Chacune des gares principales autour de Peel possède certaines des bandes. J'ai pu regarder toutes les images de la station routière de Davis. Malheureusement, je n'ai pas été autorisé à emporter les cassettes à la maison pour des raisons évidentes. Peindre avec l'âme, épisode 10, les ordures jetées. Peindre avec l'âme était l'une des émissions dont I Am Real Life et Siggy 92 ont discuté sur Neo Seeker. J'en ai parlé à la police et ils m'ont informé que 12 épisodes de l'émission avaient été tournés et diffusés entre le 5 décembre 1997 et le 8 janvier 1998. Exactement comme I Am Real Life et Siggy 92 l'ont décrit, l'épisode s'est ouvert avec le caméraman errant dans une forêt. Cela semblait être le soir, car il semblait que le soleil se couchait et le caméraman a marché le long d'un chemin jusqu'à ce qu'il arrive dans une zone où il y avait beaucoup d'ordures dans les feuilles. Le caméraman a regardé les différents emballages, bouteilles, sacs et boîtes, en s'assurant que chaque article avait quelques secondes de temps d'écran. La caméra s'est ensuite concentrée sur une seule zone, avant que l'homme ne parle. Je me souviens qu'il parlait d'une voix très timide et calme, et je jure que je l'ai déjà entendu ailleurs, comme dans une autre émission de Caledon Local 21. Je pouvais à peine entendre ce qu'il disait, mais il parlait principalement de la façon dont les humains sont des ordures, ou de quelque chose qui avait à voir avec le fait de nous sauver en nettoyant les ordures, c'est-à-dire nous. En fait, cela semblait vraiment stupide, mais un sentiment de terreur m'a envahi. Je veux dire que la forêt était peut-être l'endroit où ces corps ont été retrouvés, n'est-ce pas? Mr. BSLR, épisode 25. Lorsque l'administrateur de la police a apporté cette cassette, j'ai en fait dit « Oh merde » et j'ai ri un peu à haute voix. Bien sûr, j'ai reçu des regards du personnel, mais Wilson leur a expliqué ma petite expérience avec Mr. Bear et comment j'ai quand même regardé la lettre qu'il m'a envoyée. Je l'ai gardée. Comme les épisodes précédents, celui-ci comprenait un gars portant un costume de mascotte douce. L'épisode a commencé avec Monsieur Bear se dandinant jusqu'à la porte de sa cave avec une bouteille de jus d'orange dans les pattes. Au sol se trouvaient 16 verres à liqueur ainsi qu'une petite bouteille qui contenait un liquide inconnu. Mr. Bear a versé une quantité égale de jus d'orange dans chaque verre avant d'ouvrir la plus petite bouteille et d'en déposer une goutte dans les verres. Mr. Bear est ensuite sorti de la caméra. Il y a eu quelques sons mineurs, tels qu'un brassage, puis Mr. Bear a émergé de derrière l'emplacement de la caméra. À sa suite se trouvaient 16 enfants. Certains semblaient n'avoir que 4 ans, tandis que d'autres semblaient être pratiquement des adolescents. Lorsque les enfants sont entrés, l'administrateur a déclaré que c'était le seul épisode qui montrait les 16 victimes. Les enfants semblaient tous plutôt satisfaits.
sauf celui qui avait des bleus visibles sur le visage, et contrairement aux autres enfants, il avait une expression plus craintive. Il avait également l'air d'environ 11-12 ans, ce qui m'a amené à le reconnaître. C'était l'enfant qui avait posé des questions sur sa sœur, et qui avait ensuite rencontré un destin inconnu à la fin de l'épisode 23. Cet épisode que j'ai regardé en juillet 1999. Quand j'ai dit cela à l'administrateur, il a confirmé que c'était le même enfant. Il a également été présent dans l'épisode 24, un épisode qui n'a été diffusé qu'une seule fois, à 3 heures, en juillet 1999. La police n'a toujours pas retrouvé la cassette. Mr. Bear s'est ensuite mis à chanter, chantant sur les agrumes et à quel point la vitamine C était bonne pour nous. Je pouvais à peine entendre les paroles car elles étaient étouffées par le masque d'ours. Les enfants boivent tous leur jus. Celui de l'épisode 23 le fait plutôt à contre-cœur, et l'épisode se termine. Après avoir visionné les bandes en possession du poste de police de Davis Road, je suis satisfait mais seulement temporairement. Je veux toujours connaître toute l'histoire. La police n'arrête pas de me raconter la même merde sur le fait que le créateur de Caledon Local 21 est un pédophile fétichiste, ainsi qu'un apparent sectaire. Je vais signer pour l'instant, entrer d'abord à l'université, et obtenir des informations plus tard. J'espère que je reviendrai sur ce blog, dès que possible. Mise à jour. 8 mai 2010. Le mois dernier, j'ai enfin obtenu mon permis G2. En Ontario, Canada, cela vous permet de conduire une voiture seule, ainsi qu'avec quelques passagers après 6 mois. Bien sûr, j'en ai profité, et je suis allé à Caledon pour une petite conduite du dimanche. Comme je ne l'ai pas mis à jour, ce blog depuis longtemps, je me suis dit que je pourrais aussi bien visiter la maison où se trouvait la tristement célèbre chaîne de mon enfance. La maison avait l'air différente de la dernière fois que je l'ai vue en octobre. L'endroit n'était plus utilisé comme garderie et restait là abandonné. Cependant, il y avait un panneau à vendre indiquant que quelqu'un était toujours propriétaire, mais souhaitait s'en débarrasser. La maison abandonnée m'a rappelé des souvenirs flous, principalement du jour où mon père m'a emmené rendre visite à Mr. Bear. Un sentiment de terreur m'envahit. Qu'est-il arrivé aux enfants pendant qu'ils vivaient dans cette maison? Je montais les marches jusqu'à la porte d'entrée et regardais par la fenêtre. À l'intérieur, je pouvais voir un couloir presque vide, avec quelques cartons au fond. Au bout du couloir à droite se trouvait une porte ouverte, menant vraisemblablement à la cuisine. À gauche se trouvaient deux portes, toutes deux menant apparemment aux pièces visibles à travers les fenêtres à l'extérieur. Je me suis demandé où se trouvait l'entrée de la cave et si elle avait été scellée. Je me suis promené à l'arrière de la maison et j'ai trouvé ma réponse. Deux portes en bois formant un angle presque plat étaient fermées par un cadenas. Cela devait conduire à la cave. Ne voulant pas traîner, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passait par ma tête à ce moment-là. Je suis parti. Derrière la maison, le champ vide continuait jusqu'à ce qu'il atteigne une forêt dense qui bordait l'horizon. Je me demandais si c'était la forêt où les corps des enfants avaient été retrouvés. Je me suis dit fuck it, et j'ai traversé le champ, derrière la maison dans la forêt. La forêt était étrangement calme, à l'exception de quelques sons périodiques d'un pic perçant un arbre lointain. Je me suis prudemment avancé plus profondément dans les bois, sans vraiment me soucier du fait que je n'avais aucune idée d'où j'allais. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose que je devais trouver. Je suis arrivé à une partie plus mince des bois, et à quelques petites maisons au loin. La maison de Polo m'a traversé l'esprit et je me suis demandé si l'une de ces maisons lui avait appartenu. Je me suis approché d'une petite clairière dans laquelle j'ai pu voir trois bûches de taille adéquate, rassemblées autour d'une zone noire et carbonisée, montrant qu'un petit feu y avait été allumé récemment. Eh, enlevez-vous de notre fort. Ces mots m'ont presque donné une crise cardiaque. Je me suis tourné vers ma gauche et j'ai vu deux personnes vêtues de noir courir vers moi. Ma première pensée était de courir, mais à mesure qu'ils se rapprochaient, j'ai vu qu'ils n'étaient en réalité que des enfants au début de leur adolescence. Peut-être 13 ou 14, peut-être même 12. En s'approchant de moi, ils ont également réalisé que ma taille était bien supérieure. Nous avons dit dégager, a déclaré le plus grand, qui portait une chemise Slipknot, sans enthousiasme. J'ai tenu bon et j'ai haussé les épaules. Le plus petit portait une chemise Metallica, et il a sorti un couteau, papillon, et l'a tenu dans ma direction. Non, tu ne voudrais pas faire ça, dis-je d'un ton profond et sérieux, en essayant d'avoir l'air aussi dur à cuire que possible. J'ai sorti mon téléphone portable. Les deux enfants se sont retirés, celui en chemise Metallica, rangeant le couteau. Écoute mec, nous n'aimons pas les gens dans notre fort. Alors, est-ce que tu peux juste partir? Dit celui qui portait la chemise Slipknot, visiblement intimidé. De toute façon, je n'avais rien à faire dans la forêt, alors j'ai prononcé un simple « Bien ». Et j'ai fait demi-tour avant de réaliser que j'avais une belle opportunité. Est-ce que l'un d'entre vous a entendu parler d'un type qui a tué un groupe d'enfants dans ces bois il y a environ 13 ans? J'ai demandé aux enfants. Les deux se regardèrent avec beaucoup de confusion, avant que celui qui portait la chemise Metallica ne réponde. Ouais, tout le monde connaît ce type, m'a-t-il dit, comme si j'étais stupide. L'autre gamin a poursuivi. Il vit toujours ici, dans les égouts pluviaux. L'ami de mon grand frère dit qu'il l'a vu une fois, en costume d'ours, errant dans la forêt la nuit.
Mon instinct m'a dit que c'était probablement un mensonge. Le propriétaire de Caledon Local 21 est probablement parti depuis longtemps, n'existant que comme folklore dans cette petite communauté isolée. Cependant, en tant qu'être humain, la pensée de l'inconnu mystérieux suscite de l'intérêt à l'intérieur. Et où est le collecteur d'eau pluviale? J'ai demandé, juste par curiosité. Je ne crois pas vraiment à l'histoire de l'enfant. Le gamin, en chemise Metallica, m'a regardé pendant quelques instants. Ses yeux, apparemment pleins d'agacement, mais de curiosité pour moi. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que t'es venu ici? Maintenant que j'admets que j'ai été légèrement surpris par la nature de sa question. Cependant, j'ai pensé que je pourrais aussi bien expliquer pourquoi j'étais là, juste au cas où les gens se tromperaient sur mes intentions. J'ai regardé les deux enfants, et j'ai raconté mon expérience avec l'homme et le local 21 de Caledon. Que je devais peut-être venir chercher une sorte de fermeture, de conclusion à ces événements, même si moi-même, je n'en étais pas vraiment sûr. Les enfants semblaient familiers avec la chaîne, alors ils souriaient et se regardaient quand j'en parlais. Ils sont également devenus plus compréhensifs, et ils m'ont donné une description détaillée sur la façon de se rendre au collecteur d'eau pluviale. Peu de temps après, j'ai décidé de faire demi-tour, et de retourner à la maison, laissant les enfants à leur fort. Mais maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi j'ai omis de tels détails sur ce que les enfants m'ont dit tout à l'heure. C'est parce que j'ai choisi de conclure sur ce que j'ai recueilli maintenant. Voici ce que les enfants m'ont dit en détail. L'égout pluvial se trouve devant le fort des enfants, dans la même direction que je me dirigeais. Le courant se termine à une petite rivière où l'eau d'accès est évacuée. Près d'ici se trouve une petite aire de jeu. Les enfants m'ont dit que les gens l'utilisaient rarement. L'homme vit soi-disant dans le gros tuyau d'où s'écoule l'eau de pluie. Les gens l'ont vu, bien qu'il porte toujours soit un masque d'ours, soit le masque et un costume d'ours complet. Remarque, je ne crois pas que ça soit vrai. Et en fait, simplement un mythe créé par les habitants de Caledon. L'histoire ne semble en aucun cas plausible. Pourquoi personne n'a-t-il appelé la police? Ce type n'avait-il pas l'air suspect? D'autres questions comme celle-ci laissent l'histoire invalide. Je peux visiter le collecteur d'eau pluviale, cela dit. Non pas parce que je crois à l'histoire, mais parce que je veux une excuse pour faire continuer de vivre ce blog et visiter à nouveau Caledon, afin que ce site ne meure pas. Vu que je n'ai plus de cassette à regarder, je ne sais plus de quoi parler. Merci de continuer à me soutenir, moi et mon blog. Je sais que beaucoup de gens attendent avec impatience plus d'informations sur ce qui s'est passé à Caledon au cours de l'année 1999, et je ferai de mon mieux pour poursuivre mes recherches sur le sujet. Elliot. Fin. Mise à jour du 7 octobre 2010. Oh, près de 5 mois depuis ma dernière mise à jour. Je suppose que tout le monde pensait que j'étais mort, n'est-ce pas? Heureusement, je ne le suis pas, mais dans tout mon sérieux, j'ai vraiment été occupé ces derniers mois, et un blog sur quelque chose qui aurait pu me tuer quand j'étais un gamin est un peu bas sur ma liste des priorités actuelles. À l'heure actuelle, je vis à Waterloo, en Ontario, où je fréquente l'université en ingénieur informatique. Ouais, je suis plus enthousiaste. Comme vous pouvez l'imaginer, l'ingénierie n'est pas une promenade de santé, alors évidemment, j'ai presque oublié ce blog. Mais comme vous pouvez le voir, maintenant, je suis de retour. Je me suis souvenu de visiter le collecteur d'eau pluviale dont les enfants de la forêt de Caledon m'avaient parlé. C'était dans une clairière, entre les zones boisées, à proximité d'un marais. Malheureusement, je n'ai absolument rien trouvé. Sauf pour une tortue, qui s'est retirée dans sa maison intégrée, quand elle m'a vu. J'ai pris quelques photos de la pipe, que j'ai également postées. Aussi, laissez-moi vous dire que ce n'était pas un égout pluvial, comme ils l'ont dit. Ce que j'ai vu était un simple tuyau, peut-être pour canaliser l'eau d'accès du marais. Cependant, quand je suis revenu de Caledon, j'ai simplement continué à reporter tout uploading pour mon blog, jusqu'à ce que j'oublie tout. Cela ne me semblait plus important, veuillez me pardonner. Ce n'est que récemment que je m'intéresse de nouveau à mon cas. Le 10 septembre, j'ai reçu un email de cette adresse mail, returntothebee@hotmail.com. Amusant, ai-je raison? Eh bien, ça va mieux. Je vais copier et coller l'email exact que ce type m'a envoyé. Cher Elliot, mon cher garçon. Vous voyez que cette histoire peut être vraie ou non, mais cela pourrait vous arriver. Il existe de nombreux créneaux horaires pour le temps d'antenne si vous avez l'argent. Vous pouvez avoir une chaîne de télévision à accès public. Certaines chaînes d'accès public partagent le temps d'antenne, comme EWTN, chaîne religieuse basée dans le Michigan, qui diffuse des émissions catholiques, mais pendant les heures de diffusion, des émissions indépendantes ou simplement en écran bleu. Les réseaux câblés ont des chaînes vides, disponibles à la location. Ainsi, le scénario d'un pédophile, louant une chaîne sur la télévision de base, n'est pas du tout exagéré. Cependant, la télévision à accès public est largement révisée et peut être arrêtée à tout moment. Ce sont les règles pour les États-Unis et non pour le Canada, où cette histoire a eu lieu.
Donc si cela se produisait aux États-Unis, le pédophile serait suivi et arrêté immédiatement. Oui, cette histoire pourrait arriver, mais c'est peu probable. Sans câlin pelucheux, Mr. Bear. Maintenant, évidemment, cette lettre est fausse. C'est un fait et qu'elle semble presque corrompue. Mais je voudrais quand même remercier celui qui me l'a envoyée. Même s'il pourrait utiliser quelques leçons d'anglais. La simple lecture de cette lettre m'a effrayé. Mais à cause de cela, je suis maintenant plein de ce nouvel intérêt pour continuer mon blog. Je suppose que c'est juste drôle d'essayer de poursuivre les mystères que j'ai toujours interrogés. Maintenant, mon colocataire est au courant de tout ça. Il a pensé que la lettre était réelle, et a en fait semblé plus effrayé que moi pendant une seconde. Mais j'ai ensuite haussé les épaules, alors il l'a fait aussi. Je veux dire, quelles sont les chances que cela soit réel? Comment Mr. Bear sait tout cela sur la télévision d'accès public, et sur le moment où je suis allé à Calédonie à ces occasions? Comment ce type connaît plus ou moins mon mail, ou même le fait que je suis resté intéressé par sa cave? Je vais envoyer une réponse à Return to the Bay. Return to the Bee. Wow. Juste en regardant l'adresse email, vous pouvez dire que quelqu'un voulait me faire flipper. Cela n'a pas vraiment fonctionné cependant. Bien que, qui que vous soyez, merci d'avoir ravivé mon intérêt pour l'ensemble de l'affaire. Peut-être que je peux en savoir plus sur ce qui est arrivé au véritable Monsieur Ours. Espérons-le, car même si je n'achète pas cet email, une partie de moi se sent toujours anxieux. Merci à tous ceux qui me suivent, encore et encore, et qui sont devenus de fervents fans. Vous êtes aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de continuer. Merci les gars. Mise à jour, 7 novembre 2010. Wow, je peux pas croire que ce blog n'a pas encore été supprimé. Je n'ai rien posté ici depuis si longtemps. J'ai mes raisons et je préfère ne pas en parler tout de suite. Ça a été une année plutôt traumatisante pour moi. Certains d'entre vous avaient raison. Je n'aurais pas dû repartir en essayant de revivre les mystères de mon enfance. Mais je n'ai pas pu résister. Plus d'un an s'est écoulé depuis mon dernier message et il s'est passé beaucoup de choses. Récapitulons où j'en suis en ce moment, en ce qui concerne l'ensemble de l'incident Mr. Bear. Return to the bee, @hotmail.com n'est plus utilisé. J'ai essayé de répondre à l'email, mais je n'ai pas reçu de réponse. J'ai réessayé il y a quelques temps, toujours pas de réponse. J'ai en fait déménagé à Ottawa, capitale du Canada pour ceux qui ne le savent pas, pour l'université. Donc je ne suis pas retourné à Calédonie ou chez moi dans la région de Peel, depuis un moment. J'avais mes raisons de partir comme vous pouvez le deviner. J'ai dû créer un nouveau compte de messagerie parce que les gens n'arrêtent pas de me faire des blagues en prétendant être Mr. Bear. Merci beaucoup les gars, ou pas. Puisque je suis revenu sur ce blog, parlons de quelque chose. Mitchell Wilson, vous vous souvenez de l'ancien ami flic de mon père, m'a téléphoné le 23 octobre au sujet d'une cassette trouvée dans une succursale de la bibliothèque publique de Brampton. Et c'est pourquoi je suis ici, en train de vous raconter tout ça. Brampton est ma ville natale au cas où vous n'auriez pas compris. Il prétend qu'il n'est pas autorisé à discuter du contenu de la cassette avec moi, car elle est toujours une preuve. Mais il m'a demandé de venir la vérifier quand je rentrerai chez moi. Cette bande a remis les engrenages en marche, parce que nous savons tous qu'il y avait quelque chose sur les bandes que j'ai vues. Je ne peux imaginer ce qu'il peut y avoir dessus. Je suppose que cela doit avoir quelque chose en rapport avec la chaîne Calédonie Local 21. Je suppose que je voulais juste dire que je continue ce blog, et merci pour tous ceux qui le suivent encore. Je ne sais pas quand sera ma prochaine entrée, mais quand je verrai cette cassette, j'écrirai ce que je trouverai. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais l'idée de voir une autre cassette m'a de nouveau intéressé à tout ce mystère. Signé Elliot. Alors, mise à jour du 21 janvier 2011. Ça a été une longue année pour moi. L'université me donne des nuits blanches habituelles, surtout depuis que j'ai été transféré à Ottawa, où il fait bon faire la fête. Sarcasme. Mais maintenant je suis de retour à la maison avec mon père à Brampton, la ville où j'ai grandi. Je suis rentré à la maison le 18 décembre, et j'ai rendu visite à des amis et à de la famille. Ou du moins, c'est ce que j'aurais préféré faire. Maintenant, cette joie des fêtes que j'ai habituellement à cette période du mois est tout à fait absente. Pour répondre aux centaines de courriers et de commentaires que j'ai reçus, oui, j'ai vu les cassettes que l'ami de mon père, Mitchell Wilson, a promis de me montrer. Ces bandes, cependant, agissent comme une malédiction. Je veux en savoir plus, mais je veux tout oublier. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'avais besoin de voir ces bandes. Pas seulement pour moi, mais pour vous tous, qui êtes aussi intrigués que moi par cet homme sinistre en costume d'ours de mon passé. Cependant, après avoir visionné les cassettes, je ressens à nouveau ce gouffre de terreur au plus profond de moi. Ce sentiment où je sais que tous ces enfants dans ces vidéos sont morts, que j'aurais pu être l'un de ces enfants, et que l'humanité est un sombre endroit. Si vous n'avez pas sauté ce paragraphe pour les détails les plus juteux ci-dessous, merci d'avoir écouté mes divagations. Le 1er janvier, j'ai appelé Mitchell Wilson et lui ai demandé s'il y avait un moment où je pourrais venir voir les bandes.
Les choses étaient assez lentes à la gare à cause d'une tempête de neige, alors il a dit que je pouvais descendre à tout moment ce jour-là. Les bandes se trouvaient dans une succursale, pas très loin de chez moi. J'ai donc bravé les routes glissantes et les terribles chauffeurs de Wolverhampton, et je me suis rendu au poste de police régional situé au centre-ville de Bramalea. J'ai rencontré Wilson à la réception, il m'a ensuite conduit au deuxième étage et dans un petit bureau. Il m'a demandé de m'asseoir et d'attendre pendant qu'il allait chercher les bandes. Avant de quitter le bureau, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je sais que tu es curieux, mais... T'es sûr de vouloir faire ça ?» Bien sûr que je suis sûr. Ou du moins, c'est ce que je pensais. De plus, l'ami de Wilson avait tiré beaucoup de ficelles pour me faire entrer, et je ne voulais pas gâcher cette opportunité. Cette station particulière avait 2 bandes sous la main. Cependant, je n'ai pu regarder que quelques minutes de séquence car la deuxième bande était apparemment trop endommagée pour être lue sur un magnétoscope. Mr. Bear, c'est là, épisode 30. Mr. Bear ne cesse de me déranger, surtout après ce qui a failli se passer quand j'étais plus jeune. Cet épisode s'est déroulé à l'extérieur dans une forêt au crépuscule, ce qui le rend un peu difficile à voir, surtout compte tenu de la qualité du film. Une marque de fabrique de quoi que ce soit de Caledon Local 21. L'épisode a commencé avec la caméra tenue dans les pattes de Mr. Bear, la visant sur lui-même. Ce masque d'ours, il avait l'air plus sinistre dans l'ombre des arbres. La voix étouffée, reconnaissable par là. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais faire une chose merveilleuse pour mes amis. Je vais les livrer dans un pays lointain, où ils seront sûrement heureux. Mr. Bear a tenu la caméra. Il l'a tournée pour montrer un VTT avec une remorque attachée. Mais ce qui ressort le plus, c'est que la remorque contenait 7 enfants immobiles, allongés côte à côte. C'est ici le premier chargement. Mais d'autres sont bientôt en route. Mr. Bear s'est retourné et a pointé la caméra vers une grande bâche en toile de jute étalée sur le sol. Il a ramassé la bâche, révélant un grand trou qui devait avoir au moins 12 pieds de profondeur et peut-être environ 15 pieds de large. Le reste de l'épisode consistait en ce que Mr. Bear prenait chaque enfant et les laissait tomber dans le trou. J'ai demandé à Wilson s'ils étaient morts, ce à quoi il a secoué la tête et a répondu « Pas encore ». Bientôt tous les enfants étaient dans la fosse. Certains étaient dans des positions inconfortables parce qu'ils avaient été jetés dedans, mais ils sont restés inconscients. La vitamine C aidera sûrement ces enfants dans le grand voyage qui les attend. Mr. Bear a mentionné alors qu'il dirigeait la caméra vers plusieurs bouteilles d'essence à côté d'un buisson. La caméra a zoomé sur les bouteilles pendant que Mr. Bear fredonnait avant la fin de l'épisode. Wilson m'a révélé qu'il s'agissait de 7 des 16 victimes retrouvées brûlées. L'essence est ce que l'homme jouant, Mr. Bear, a utilisé pour les allumer. Une fosse pleine d'enfants en feu. Qui diable ferait ça? Sentiment de terreur m'a retrouvé quand j'ai réalisé que j'aurais pu être l'un de ces enfants. Wilson m'a alors expliqué qu'il avait menti auparavant. L'autre cassette confisquée par la police de Bramalea fonctionnait bien et contenait le tournage de l'incendie proprement dit. Cependant, il a estimé que je ne serais pas capable de gérer la nature perturbante et graphique de l'épisode. Et tu sais quoi? Peut-être que je ne peux pas. Je ne veux même pas le voir. Je suis satisfait pour l'instant. Mais j'ai juste besoin d'un peu de temps pour me ressaisir. Le truc, c'est que l'homme qui dirigeait la section locale de 21 est toujours là. Plus à venir bientôt. Elliot. Il était une fois. Là vivait un garçon nommé Elliot. Elliot était un garçon intelligent qui aimait jouer avec ses amis. Un jour, il a regardé une belle émission de télévision sur un ours et ses enfants amis. Les enfants aimaient s'entraîner comme des bons enfants. Devraient le faire, mais ils aimaient aussi l'ours. L'ours aimait les enfants, car les enfants étaient si doués pour l'aider. Lui et l'ange déchu. Les enfants et l'ours voulaient jouer ensemble pour toujours avec l'aide de leur ami ange. Mais l'ange déchu avait besoin d'aide, encore plus d'aide. Alors les enfants ont dû faire le sacrifice ultime. Parce que c'est ce que font les amis, Elliot. Ils s'entraident. Aide-nous, Elliot. Brûle avec nous, Elliot. Je te veux, Elliot. Il te veut, Elliot. Reviens dans ma cave. Joli, s'il vous plaît, avec du sucre et du glaçage sur le dessus. Signé, Monsieur B. 5 avril 2011. Je voulais vous tenir au courant. Je le voulais vraiment. Cependant, les circonstances m'ont amené à me détourner de toute cette sale affaire. Depuis le temps, j'ai reçu des centaines de mails au sujet de mon blog, et j'ai même été contacté par un magazine qui voulait connaître mon histoire. Mais le temps est venu d'arrêter de faire la sourde oreille. Où j'étais passé depuis maintenant plus d'1 an, l'histoire de Pandore est vraie. J'ai ouvert la boîte. Je l'ai ouverte en juin dernier quand j'ai regardé la 4e cassette gardée au commissariat de Bramalea. Un autre sujet que j'aurais aimé aborder est le nombre de blagues et de faux mails que j'ai reçus de personnes disant être Mr. Bear. Mais pour commencer, parlons de la 4e cassette, celle qui m'a traumatisé au point de me faire abandonner mes recherches pendant tout ce temps. Après quelques semaines à feindre le silence, j'avais décidé de demander à Michel Wilson si je pouvais visionner cette fameuse 4e cassette dont il m'avait parlé.
Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être que je me disais juste que voir ça me servirait de conclusion. Évidemment, Wilson était réticent à l'idée de me montrer ça, mais j'ai insisté. Il m'a fait une offre. Si j'étais toujours intéressé au moment de mon 20e anniversaire, il me la montrerait. Incapable de faire mieux, je me suis contenté d'attendre. Le moment venu en juin, eh bien, j'étais toujours intéressé. J'ai appelé Wilson. Il m'avait avoué qu'il aurait préféré que j'ai oublié entre-temps cette promesse, mais je n'étais pas prêt à admettre qu'il me refuse encore l'accès. Tu n'as aucun besoin de voir ce truc. Il n'arrêtait pas de me répéter ça. Mais il se trouve que j'en avais besoin. J'en avais terriblement besoin à ce moment-là. En fin de compte, il a accepté de me recevoir au poste d'Abraham un lundi après-midi. En ayant vu tous les sauts et des vidéos d'abattoirs en cours d'éthique, j'étais certain de pouvoir supporter ce que la cassette allait m'envoyer à la face. J'étais bien optimiste. Mr. Bear, c'est là, épisode 31. Quand Wilson est allé chercher la cassette dans la salle où il garde l'épreuve, l'officier en charge des pièges à sa conviction a secoué la tête, son regard me disant « Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais ?» Wilson m'expliquait que cette cassette contenait le dernier épisode connu de Mr. Bellsella. J'ai supposé à raison que j'allais assister au triste sort des enfants, et j'ai commencé à ressentir un sentiment d'effroi. L'épisode commençait dans une forêt, la même que dans les autres épisodes. J'ai mis un moment avant de le réaliser à cause du noir. Les arbres et les feuilles ressemblaient à de simples formes qui dansaient dans l'obscurité. Une faible lueur était présente sur le côté droit de l'écran. Apparemment, il n'y avait aucun son. Les mouvements des arbres indiquaient qu'il y avait un vent fort, mais on ne les entendait pas grincer. Lentement, la caméra a commencé à se tourner vers la lueur, révélant une colonne de fumée qui s'élevait d'un trou, les pointes des flammes perçant sur le dessus. Wilson a appuyé sur pause. Tu es vraiment sûr de vouloir ça? J'ai insisté pour voir la suite, même si une partie de moi s'y opposait. La vidéo se poursuivait et le caméraman se rapprochait du trou. C'était le trou du précédent épisode, sauf que cette fois il était rempli de formes indistinctes. Il y en avait qui bougeaient, flottant ou s'agitant dans les flammes. D'autres étaient immobiles. Je savais très bien ce que c'était que ces formes. La caméra commençait à s'ajuster à la nouvelle luminosité. De la chair en combustion, du noir, du rouge, un horrible mélange de couleurs et de mouvements presque irréels. J'aimerais pouvoir oublier ce que j'ai vu, mais on ne peut pas oublier une scène pareille. C'était pas un film d'horreur, c'était la réalité. Des êtres humains comme vous et moi, tués d'une manière atroce, un destin que j'aurais pu connaître. Après un cut soudain, la vidéo reprenait. C'était l'aube. La caméra était positionnée assez loin du trou. Le feu était éteint. Cependant, il y avait encore un peu de fumée qui s'échappait du trou. Une forme se tenait un peu devant. Je l'ai reconnu tout de suite. C'était le costume de Mr. Bear, étendu par terre, vide. Il en était d'autant plus troublant. Le costume avait les bras étendus à angle droit du corps, et les jambes bien droites comme une croix. Le caméraman faisait un tour autour du costume comme s'il filmait un artefact sacré. Il y avait un petit écriteau posé sur sa tête, imprimé en lettres rouges. Henry. Le caméraman faisait ensuite un plan d'ensemble sur le costume, avant de zoomer sur le masque d'ours, et l'épisode se terminait enfin. J'étais sans voix. C'était comme un rêve. On peut trouver beaucoup de choses horribles sur internet et les tueurs en série, mais je n'avais jamais rien vu de tel. Wilson m'a demandé si tout allait bien et j'ai répondu par un oui tremblant. Je l'ai assuré une fois de plus que j'allais bien au moment de partir et que la vidéo m'avait apporté une conclusion satisfaisante à cette affaire. Il n'a pas vraiment semblé me croire, mais il m'a laissé partir là-dessus. Il avait eu raison de me prévenir. Après ça, j'ai eu des cauchemars pendant des semaines. J'ai fini par abandonner. Je ne me suis plus intéressé à l'affaire. Un dingue avait brûlé tout un groupe d'enfants après les avoir attirés avec une fausse émission. J'aurais pu être l'un d'eux, mais je suis toujours là. Je suppose que je devrais bénir ma bonne étoile, mais je me sens coupable. Est-ce que si je suis toujours là, c'est uniquement par chance? 10 mois après, je suis de retour, mais maintenant j'aimerais dire autre chose. Ma boîte mail a été inondée de messages, certains me demandant plus de détails, d'autres si je peux mettre en ligne le contenu des cassettes, et d'autres prétendument envoyés par Mr. Bear. Premièrement, je ne peux pas uploader les cassettes pour des raisons évidentes. Car A, ce sont des pièces à conviction conservées par la police, et B, je n'ai aucune idée de comment convertir une VHS au format électronique. Maintenant, pour tous ceux qui se prennent pour Mr. Bear, vous ne vous trompez de personne. Quand on a une dizaine de gars qui prétendent être la même personne, ça ne marche pas. J'ai même vu une fausse chaîne Caledon Nokia 21 sur YouTube. C'est bien mignon, mais toujours assez loin de la réalité. Encore plus énervant, quelqu'un a hacké mon compte juste pour poster une espèce de poème débile sur ce blog. Je l'ai laissé, histoire que tout le monde puisse bien voir. J'ai contacté le support et on m'a dit que le poème avait été publié le jour d'Halloween. Flippant, hein? Et était attaché à l'adresse paintwithb@aol.com. Donc j'ai supposé que c'était encore une blague. J'ai vu l'épisode 31 maintenant. Le souvenir de ce que j'ai vu risque de me rester un bon moment. Mais j'ai envie de faire une dernière descente. Je vais recontacter Mitchell Wilson, et avec un peu de chance, j'aurai l'occasion de visionner les autres cassettes dispersées dans les différents posts
de police de pied. J'essaierai de vous tenir au courant dès que possible. Je ne pense pas que ça prenne un an une fois de plus. Merci à tous ceux qui continuent de me lire. Elliot.